Une note dans la mauvaise poche, que voulait-elle révéler? Bienvenue dans les dossiers. Je suis votre hôte, Étienne. D'où venez-vous aujourd'hui? J'ai hâte de lire vos réflexions dans les commentaires. Résolvons cette énigme. Le doux murmure de la conversation flottait dans le salon éclairé d'or de Beaumont Court, un manoir majestueux, niché à la lisière de la campagne du Surrey. Lady Wilhelmina Hartington, hôtesse par excellence et veuve du regretté magnate de l'industrie Charles Hartington, avait réuni un groupe restreint pour un week-end d'automne intime. La liste des invités avait été choisie avec son mélange habituel d'instinct social et de malice. Dehors, la brume s'enroulait autour des chênes centenaires et l'air du soir se pressait frais contre les fenêtres en plomb. À l'intérieur, les rires se mêlaient au tintement des verres en cristal. C'était un portrait de l'élégance anglaise. Jusqu'à ce que le premier cri brise l'illusion. Ce fut Miss Céleste Arnaud, la compagne française et secrétaire de Lady Hartington, qui cria. Les invités se précipitèrent vers le bureau dont la lourde porte en chêne était entr'ouverte. Là, affalé sur le grand bureau en acajou, se trouvait Lord Henry Durwood, un cousin par alliance, un homme connu aussi bien pour son charme que pour ses dettes. Sa tête reposait selon un angle peu naturel. Son corps était encore chaud, mais indéniablement sans vie. Il y eut immédiatement une vague d'action. Monsieur Jonathan Lysander, l'avocat de la succession de Lady Hartington, s'empressa de fermer la porte et de conseiller le calme. Le colonel. Archibald Graves, un militaire à la retraite à la voix retentissante, a insisté pour vérifier s'il y avait des signes de vie et n'en a trouvé aucun. Miss Arnaud pleurait de façon incontrôlable, tandis que les autres chuchotaient en nœuds anxieux. Ce fut M. Lysander qui remarqua le morceau de papier froissé dépassant maladroitement de la poche de la veste de Lord Durwood, une enveloppe, adressée non pas à lui mais portant le nom de Lady Hartington, dans une main précipitée et inconnue. Par convenance ou par peur, personne n'y a touché. Le gendarme local, un homme au visage rougeau, du nom d'inspecteur Malley, a été convoqué. Après un examen préliminaire, il conclut gravement que Lord Durwood avait subi une crise soudaine. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune blessure visible. La porte du bureau était fermée, les fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur. Une malheureuse tragédie, a déclaré Malley, mais rien de suspect. Lady Hartington, pâle mais posée, insista néanmoins pour faire venir Hercule Poirot. « On ne peut pas être trop prudent », a-t-elle dit doucement, alors que les invités se rassemblaient, avant de se coucher tôt, l'atmosphère étant pleine de craintes inexprimées. Et en plus, ajouta-t-elle, ses yeux bleus froids scintillants, avec quelque chose proche de la terreur, Henri n'était pas le genre d'homme à mourir tranquillement sans raison valable. Hercule Poirot est arrivé le lendemain matin, impeccable comme toujours dans un costume gris sur mesure et portant une canne plus pour le spectacle que pour le soutien. Ses moustaches étaient hérissées, selon un angle méticuleux. Ses chaussures, en cuir verni, brillaient comme si elles sortaient tout juste du cirage. L'inspecteur Malley, en l'accueillant à la porte, parut légèrement ennuyé. « Je doute, monsieur, dit-il, qu'il y ait un véritable crime ici. Des causes naturelles. C'est ce que le médecin a dit. » Poirot inclina légèrement la tête, comme un maître qui fait plaisir à un enfant. « Néanmoins, mon ami, il serait imprudent d'écarter toute possibilité avant d'examiner les faits. » Il fut conduit dans le bureau, désormais entouré d'une épaisse corde de velours. La pièce était lambrissée de sombre, avec des étagères bordant les murs et un grand tapis oriental recouvrant la majeure partie du sol. Poirot se déplaçait lentement, presque paresseusement, ses yeux perçants passant d'un objet à l'autre. Une tasse de café froid était oubliée sur une table d'appoint. Le bureau portait les marques d'écriture récentes, un buvard poussé de travers, un encrier taché d'une empreinte négligente. Et bien sûr, il y avait l'enveloppe, désormais scellée dans un sac de preuves, mais avec une photographie de son emplacement ayant été prise avant sa récupération. Poirot fronça les sourcils. « Si cette enveloppe, murmura-t-il,
était destinée à Lady Hartington, pourquoi a-t-elle été trouvée dans la poche de Lord Durwood, et n'a-t-elle pas été livrée? Il se retourna remarquant l'emplacement des chaises, les éraflures des chaussures sur le tapis, la légère odeur d'eau de lavande dans l'air. Déjà, quelque chose ne collait pas. Au petit déjeuner, Poirot rejoignit les autres invités. Lady Hartington elle-même, Monsieur Lysander l'avocat, le colonel Graves, Miss Arno et Miss Daphne Willoughby, une jeune débutante aux yeux brillants qui avait été la présence la plus animée du week-end. L'ambiance était sombre, les conversations rares. Poirot observa attentivement chaque visage. Les mains de Miss Arno tremblèrent légèrement en beurrant ses tartines. Le colonel Graves mâchait méthodiquement, ses yeux évitant ceux des autres. Monsieur Lysander avait l'air inquiet, tirant sur ses poignets comme s'il était en retard pour une affaire urgente. Et Lady Hartington, elle restait sereine, presque trop posée. « Pardonnez-moi, dit Poirot, sa voix légère et courtoise, mais est-ce que l'un de vous a remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Lord Durwood hier ?» Une lueur de malaise traversa les traits de Miss Willoughby. « Eh bien, dit-elle, il avait l'air distrait, agité même. Il ne parlait presque à personne après le déjeuner. » Le colonel Graves grogna. L'homme avait de quoi s'agiter, à mon avis. Dette de jeu, dette de whisky. Vous l'appelez. Lady Hartington fronça brusquement les sourcils. C'est inutile, Archie. Poirot hocha lentement la tête. Et pourtant, monsieur, de telles dettes poussent souvent un homme à des actes désespérés, ou à être à la merci d'ennemis désespérés. Il laissa la phrase en suspens. Mademoiselle, Arnaud fondit en larmes. Lady Hartington se leva rapidement et posa une main apaisante sur son épaule. Poirot notait tout cela, les petits échanges, les regards silencieux. Il y avait des fractures sous la surface polie de Beaumontcourt, et Hercule Poirot, avec ses petites cellules grises déjà en mouvement, avait l'intention de trouver chacune d'entre elles. Et surtout, il découvrirait pourquoi un billet destiné à une femme finissait caché dans le manteau d'un mort. Le soleil d'automne brillait à travers les fenêtres en plomb du salon, alors qu'Hercule Poirot s'asseyait avec un soin délibéré dans un fauteuil qui offrait une vue complète sur les occupants de la pièce. L'inspecteur Mallet, bien que sceptique, avait accédé à la demande de Poirot, rassembler toutes les personnes présentes à Beaumontcourt pour une discussion préliminaire. Poirot préférait observer le groupe dans son ensemble. Les regards échangés, les silences endurés, les habitudes nerveuses trahies sous la pression. Les invités affluèrent. Lady Hartington, toujours aussi calme, ses perles brillant sur le noir de sa robe de deuil. Monsieur Lysander, le notaire, lissant son gilet avec des mouvements saccadés, Miss Daphne Willoughby, aux yeux brillants mais réservés, le colonel Graves, au dos raide et aux lèvres pincées, et mademoiselle Céleste Arno, les yeux rouges d'avoir pleuré, accrochés à un mouchoir de dentelle. Poirot se leva et s'inclina légèrement. « Mesdames et messieurs, pardonnez l'imposition. Je n'ai besoin que d'un peu de votre temps, pour l'instant. Vous comprenez bien sûr que lorsqu'un décès survient à des circonstances ambiguës, il jeta un coup d'œil significatif autour de la pièce. Il est très nécessaire de reconstituer les heures qui l'ont précédé. Lady Hartington inclina la tête. Naturellement, monsieur Poirot, nous souhaitons tous de la clarté. Poirot sourit faiblement. Bien, alors nous commencerons simplement. Chacun de vous racontera où vous vous trouviez hier après-midi, depuis le déjeuner jusqu'au moment malheureux où Lord Durwood a été découvert. Il fit un geste gracieux vers Lady Hartington. « Madame, vous pourriez peut-être commencer ?» La voix de Lady Hartington était calme et mesurée. Après le déjeuner, je me retirai brièvement dans ma chambre. J'avais de la correspondance à régler. Céleste, elle hocha la tête en direction de sa compagne, m'apporta une lettre à signer. Je restai là jusqu'à ce que Miss Arno m'informe de la découverte. Poirot a fait une note délicate dans son petit livre relié en cuir. « Merci. Et vous, mademoiselle Arno ?» La voix de Céleste trembla. «
J'ai récupéré la lettre à la demande de Lady Hartington. J'étais dans la petite bibliothèque pendant la majeure partie de l'après-midi, en train de lire. Elle a tordu son mouchoir. Puis je suis monté à l'étage pour remettre la lettre, et après cela, je n'ai rien entendu jusqu'à... Elle s'est dissoute en sanglots étouffés. Poirot s'accorda un moment de pause, avant de se tourner vers le colonel Graves. « Et vous, colonel ?» Graves remua lourdement sur sa chaise. « Je suis allé me promener dans le parc après le déjeuner. Je me suis éclairci la tête. Je ne suis revenu que vers 4h30. Je suis allé directement au salon pour prendre le thé. Et pendant votre promenade, colonel, avez-vous rencontré quelqu'un ?» Graves grogna. « J'ai vu Daphné, Miss Willoughby, près de la roseraie. » Poirot tourna son regard vers Daphné Willoughby, qui rougit légèrement sous cet examen. « Mademoiselle Willoughby, je dessinais, » dit-elle rapidement en brandissant un petit bloc-notes. « J'adore la vieille fontaine près des Arches de Rose. J'y étais la majeure partie de l'après-midi, seul. » Poirot inclina la tête. « Et Monsieur Lisandre ?» L'avocat a ajusté sa cravate. Je suis resté à l'intérieur, examinant les documents de succession. Le défunt mari de Lady Hartington a laissé un accord de fiducie plutôt compliqué, et Lady Hartington avait demandé un résumé. Une tâche exigeant beaucoup de concentration sans aucun doute, dit doucement Poirot. Tu étais dans le bureau? Oui. J'avais la permission d'utiliser le bureau. Les sourcils de Poirot se haussèrent, légèrement. Vous avez utilisé le bureau, le même bureau où Lord Durwood a été trouvé? Monsieur Lysander s'éclaircit la gorge. Oui, mais je l'ai libéré avant 3 heures. J'avais des lettres à poster et la boîte aux lettres du village ferme tôt le samedi. Et vous n'avez vu personne d'autre utiliser le bureau par la suite? Lysandre secoua la tête. Non. Poirot se rassit, entrelaçant ses doigts. Curieux, n'est-ce pas? Une pièce très demandée mais inaperçue. Il fit une pause, laissant le silence durer suffisamment longtemps pour devenir inconfortable. Maintenant, dit doucement Poirot, une autre curiosité. La note trouvée sur la personne de Lord Durwood, adressée à Lady Hartington. Personne n'a encore osé une explication. L'expression de Lady Hartington ne changea pas. Je ne peux que supposer qu'Henry était chargé de le livrer. Peut-être qu'il a été égaré. Poirot tapota le bout de ses doigts. Peut-être. L'inspecteur Mallet, qui était resté silencieux jusqu'à présent, toussa et dit « La note » ne contenait que quelques mots, quelque chose sur les dispositions urgentes, et le danger, rien de clair. Poirot hocha gravement la tête, même ainsi une missive de mauvais augure. On se demande pourquoi Lord Durwood la porterait, et s'il avait jamais eu l'intention de la voir. De l'autre côté de la pièce, Daphné Willoughby bougeait avec agitation. Poirot capta instantanément le mouvement. « Il y a encore plus à découvrir, » dit-il, sa voix étant presque un murmure. Une horloge sonnait l'heure, avec précision et résonance. Poirot se leva, toujours impeccablement courtois. « Je demanderai des conversations individuelles, mes amis. Ce n'est que le début. » Le regard bleu de Lady Hartington rencontra le sien. « Nous sommes à votre disposition, monsieur Poirot. » Il s'inclina, une fois de plus, son esprit réfléchissant déjà aux questions qui allèrent défaire la jolie façade de Beaumont-Courte. Car il savait, avec l'instinct infaillible, né d'innombrables investigations, que quelque part parmi ces extérieurs, Polly se cachait la tromperie, et que le billet trouvé dans la mauvaise poche n'était pas un hasard, mais la clé de quelque chose de bien plus sombre qu'aucun d'entre eux n'osait encore l'admettre. Une fois le rassemblement dispersé, Hercule Poirot a demandé à chaque invité de le rencontrer en privé dans la salle du matin, un espace joyeux bordé d'aquarelles délicates et légèrement parfumé de lavande séchée. Poirot comprenait l'avantage psychologique de l'environnement. Un cadre moins formel pourrait délier les langues autrement serrées par une autoprotection nerveuse. Il a choisi de commencer par Miss Daphné Willoughby. La jeune femme entra aussitôt, un carnet de croquis toujours nerveusement serré à ses côtés. Elle portait une simple robe bleue,
ses cheveux blonds soigneusement rassemblés sur la nuque. Son expression, bien que composée, trahissait le moindre tremblement de malaise. « S'il vous plaît, mademoiselle. » Poirot désigna un fauteuil confortable. « Asseyez-vous. Nous parlerons de manière plus informelle, n'est-ce pas? Vous me permettez de vous appeler Daphné ?» Elle hocha la tête, rougissant légèrement. « Bien sûr, monsieur Poirot. Bon, maintenant, Daphné, tu étais en train de dessiner hier près de la roseraie, n'est-ce pas? Tu as dit que tu étais seule? »« Oui, » répondit-elle aussitôt. « Je préfère être seule quand je dessine. » Poirot inclina la tête avec sympathie. « Un véritable artiste qui a besoin de solitude. Et avez-vous observé quelqu'un passer ?» Elle hésita. Poirot remarqua le petit resserrement de ses doigts autour du carnet de croquis. « Je pensais avoir vu quelqu'un près du chemin sud, » admit-elle finalement. « Mais je n'en étais pas sûre. C'était juste un aperçu à travers les arbres. »« Quelqu'un » demanda doucement Poirot. « Homme? Femme? »« Un homme, je pense, » dit-elle, mais je ne pouvais pas voir clairement. Il y avait du brouillard et la silhouette a disparu rapidement. Poirot croisa les doigts. « C'est curieux que tu n'en aies pas parlé avant. Je n'étais pas sûr que ce soit important, » dit rapidement Daphné, ses joues rougissant encore plus. « Et je ne voulais pas causer de problème. » Poirot sourit gentiment. « Mademoiselle, quand la mort survient inopinément, le moindre détail peut être la pierre qui déclenche l'avalanche. Vous comprenez ?» Elle hocha la tête, réprimandée. « Et une dernière question, » ajouta Poirot d'un ton léger. « Aimiez-vous Lord Durwood ?» Daphné se mordit la lèvre. « Pas particulièrement, dit-elle. Il était charmant, bien sûr, mais... » Ses yeux clignotèrent. Je pensais qu'il pouvait être cruel. Pas ouvertement, mais avec de petites choses, des remarques, des rires aux dépens de quelqu'un. Je ne pense pas que beaucoup de gens l'aimaient vraiment. « Merci, mademoiselle, » dit Poirot en prenant une légère note. « Vous avez été très utile. » Vint ensuite le colonel Graves, tout en formalité rigide et en précision militaire. Il était assis bien droit, les bras croisés sur la poitrine, l'image d'une convenance indignée. « Maintenant, colonel, » dit agréablement Poirot. « Vous avez fait une promenade hier, n'est-ce pas ?»« C'est exact, » aboya Graves. « J'avais besoin de faire de l'exercice. Je ne peux pas rester assis comme un retraité. Vous n'avez rencontré personne à part mademoiselle Willoughby? Pas une âme. » Poirot l'étudia pensivement. « Et votre opinion sur Lord Durwood ?» Graves se renifla. « Ouastrelle. Pas de colonne vertébrale. Il aurait dû faire quelque chose de lui-même. Les opportunités sont nombreuses et il les a gaspillées. » Poirot tapota légèrement l'accoudoir avec ses doigts. « Et pourtant, tu as accepté sa présence ici ?» Grave bougea inconfortablement. « Obligation familiale. Lady Hartington a insisté pour l'inclure. »« Obligation, » réfléchit Poirot. « Un mot intéressant. » Graves se hérissa. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» Le sourire de Poirot était bienveillant. « Cela veut seulement dire que les liens familiaux peuvent parfois nous lier de manière très inconfortable, colonel. » Le colonel grogna, mais ne dit rien de plus utile. Poirot a ensuite demandé à monsieur Jonathan Lysander. L'avocat entra vivement, son porte-document à la main. Ses lunettes brillaient sous la lumière du matin. « Vous êtes un homme d'affaires, monsieur, » observa Poirot. « Efficacité et précision doivent être vos mots d'ordre. » Lysandre s'autorisa un mince sourire. « J'essaie, monsieur Poirot. »« Vous avez travaillé dans le bureau hier ?»« Oui. »« Examinez les papiers de succession. »« Et tu es parti à quelle heure ?»« Un peu avant 3 heures. J'ai posté des lettres dans le village. »« As-tu verrouillé le bureau derrière toi ?» Lysandre hésita. « Non, il n'y avait aucune raison. Ce n'est pas une habitude ici. »« Ah !» Poirot se pencha légèrement en avant. « Et quand vous êtes parti, Lord Durwood était-il présent ?»« Non, » dit immédiatement Lysander. « Il n'était pas dans le bureau quand je suis parti. Tu es certain ?»« Absolument. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Encore curieux, car la chronologie devient très étroite, n'est-ce pas ?» Lysander remua avec inquiétude. « Peut-être, mais je ne vois pas quoi dire d'autre. » Poirot prit une autre note prudente.
On ne sait jamais tant que tout n'est pas réglé, monsieur. C'est Céleste Arnaud qui entra ensuite, pâle et visiblement tremblante. Poirot se leva et lui apporta un verre d'eau, le lui mettant dans les mains. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle. « Vous êtes très affligée, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Permettez-moi de vous aider. » Il la conduisit jusqu'à la chaise où elle se percha avec raideur tenant le verre d'eau. « Vous avez récupéré une lettre hier pour Lady Hartington, » dit doucement Poirot. « De la petite bibliothèque ? » ?»« Oui, je l'ai écrit sous sa dictée plus tôt. Puis après le déjeuner, j'ai réalisé qu'elle ne l'avait pas signée. Alors je suis allé le récupérer. Et tu l'as laissé dans le bureau ? » ?»« Non, monsieur, c'était dans la bibliothèque, sur une table d'appoint. » Les yeux de Poirot brillèrent. « La bibliothèque, pas le bureau. Important. » Céleste hocha faiblement la tête. « Je l'ai apportée à l'étage. Elle l'a signée, c'est tout. »« Alors tu es retourné dans ta chambre ? » ?»« Oui. » Poirot hésita un moment, puis demanda très doucement. « Mademoiselle, Lord Durwood vous a-t-il déjà parlé en privé ?» Elle rougit. « Il a essayé une fois. Il n'était pas respectueux. » La voix de Poirot était très douce. « Et hier ?» Les larmes jaillirent. « Non. Il m'a regardé bizarrement pendant le déjeuner, mais il n'a rien dit. » Poirot se leva et lui tendit un mouchoir. « Courage, mademoiselle. Vous n'avez rien à craindre de moi. » Elle sanglotait doucement alors qu'il la faisait sortir. Finalement, Lady Hartington entra. Elle bougeait sans hâte, s'asseyant en face de Poirot avec une sérénité qui semblait presque théâtrale. « Vous avez des questions, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle en croisant soigneusement les mains. « En pensez une sorte. Effet, madame, dit doucement Poirot. C'est nécessaire, voyez-vous, pour que le portrait soit complet. Je comprends. Votre lettre, dit Poirot avec désinvolture. Quel était son contenu? Lady Hartington sourit faiblement. Une instruction. À ma banque à Londres. Routine, routine, répéta Poirot. Et pourtant, la note trouvée sur Lord Durwood n'était pas courante, n'est-ce pas? Son visage restait impassible. Non, je n'ai pas écrit cette note. Poirot haussa un sourcil. Tu es certain? Absolument. Poirot tapota pensivement son carnet. Alors nous devons conclure. Quelqu'un a écrit une note qui vous était adressée d'urgence et elle a fini par être cachée dans la poche d'un homme mort. La voix de Lady Hartington était très douce. Il semblerait que ce soit le cas. Poirot se leva, lui offrant sa main pour l'aider à se relever. « Je vous remercie, madame. Je ne vous dérangerai pas davantage, pour le moment. » Alors qu'elle quittait la pièce, Poirot se tourna vers sa chaise, l'esprit emballé. Chaque entretien avait révélé des fragments de vérité et de tromperie. Il lui faut maintenant les assembler. La silhouette mystérieuse aperçue dans la brume. La question de savoir qui était réellement entré dans le bureau. La possibilité de motivation personnelle cachée sous des façades polies. Et surtout, le puzzle du billet trouvé dans la mauvaise poche. Poirot le savait. D'ici peu, une autre révélation arriverait, et avec elle un nouveau danger. La matinée avançait et Poirot se retira dans la petite bibliothèque, la pièce même où Céleste Arnaud avait prétendu récupérer la lettre. L'inspecteur Mallet le rejoignit, toujours sceptique, mais disposé à l'aider. « Ça semble assez simple si vous me le demandez, » marmonna Mallet. « Un problème cardiaque, peut-être un choc, une mauvaise lettre peut-être. » Poirot leva le doigt. « Non, mon ami, les lignes droites sont rarement les vraies. Le chemin droit peut pourtant cacher bien des rebondissements. » Il inspecta la table d'appoint mentionnée par Céleste. C'était une simple pièce en acajou, encombrée de quelques livres, et d'une photographie encadrée en argent d'une jeune Lady Hartington. Aucune lettre n'y restait désormais, bien sûr, mais Poirot examina minutieusement la surface, remarquant une légère tache d'encre. « Quelqu'un s'occupait des papiers ici, » murmura-t-il. « Récemment. » Mallet haussa les épaules. « Céleste a dit qu'elle l'avait récupéré ici. » Poirot ne dit rien. Son esprit était en avance vers l'enveloppe trouvée sur Lord Durwood. Il sortit de sa poche une photo de l'enveloppe. L'écriture était large, légèrement inclinée, et les yeux de Poirot étaient aiguisés, étrangement peu familières pour une lettre intime.
Pas la main de Lady Hartington, dont la main était nette et ferme, comme le montrent les signatures. Cela ne ressemblait pas non plus à la main nerveuse et flottante qu'il pouvait attendre de Céleste. Poirot rangea cette pensée. Il retourna au salon, où les invités, agités et maîtrisés, se réunissaient pour le thé. L'atmosphère était fragile, comme si chacun surveillait les autres à la recherche du moindre lapsus, du moindre regard révélateur. C'est là, alors que Daphné Willoughby versait du thé d'une main tremblante, que l'incident s'est produit. Le colonel Graves, cherchant un scone, renversa un petit plat en argent. Il frappa le sol avec un bruit sourd, dispersant des dragées dans toutes les directions. Tout le monde a sauté. Poirot, se penchant vivement, pour l'aider, remarqua une chose curieuse. Le carnet de croquis de Daphné Willoughby avait glissé de ses genoux dans la confusion. Elle était tombée ouverte, et sur la page exposée, Poirot aperçut un croquis au crayon, non pas de la roseraie, mais de quelque chose d'entièrement autre. Une silhouette, indistincte, mais indubitable, se déplaçant furtivement le long d'un chemin bordé d'arbres. Avant que Daphné ne puisse récupérer le livre, la main de Poirot était déjà dessus. « Mademoiselle, dit-il doucement, peut-être pourriez-vous m'expliquer. » Le visage de Daphné devint écarlate. « C'est juste un dessin, balbutia-t-elle. Une fantaisie. Imagination. » Poirot tourna lentement la page. Dans le croquis suivant, la figure réapparut, plus proche cette fois, les contours plus clairs. Un homme indubitablement en costume, chapeau baissé, se glissant entre les haies. « L'imagination est une chose curieuse, » murmura Poirot. « Cela révèle beaucoup de choses que nous préférerions cacher. » La pièce était devenue complètement silencieuse. « Je pense que peut-être, mademoiselle Willoughby, continua Poirot d'une voix légère mais ferme, vous avez vu plus que vous. » Ne l'avez admis. Daphné fondit en larmes. Je ne savais pas quoi dire. Elle a pleuré. Je ne voulais pas être impliqué. Poirot attendit, toujours aussi patient. Reniflant et se tamponnant les yeux, Daphné continua. J'ai vu Lord Durwood. Je suis presque sûr que c'était lui. Se dirigeant vers le chemin sud vers 3 heures. Il avait l'air furtif, comme s'il ne voulait pas être vu. Vers les bois? Demanda Poirot. Elle hocha la tête. Oui. Poirot croisa les bras. Et est-il revenu? Elle hésita. Je ne sais pas. J'ai levé les yeux à nouveau plus tard, et j'ai cru voir quelqu'un d'autre, un autre homme. Mais je ne pouvais pas en être sûr, il commençait à s'embuer. L'esprit de Poirot s'emballait. 2 hommes, peut-être, ou le même homme, 2 fois. Mais si Lord Durwood était entré, vivant dans les bois, et avait été retrouvé mort à l'intérieur, il a dû y avoir un moment où les événements ont changé. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant ?» demanda-t-il pas méchamment. « J'avais peur, murmura-t-elle. Je pensais que ce n'était peut-être pas important. » Poirot hocha lentement la tête. « Tout est important, mademoiselle. » L'inspecteur. Mali saisit l'occasion avec empressement. « Eh bien, c'est réglé. Durwood est parti pour une réunion secrète. Peut-être qu'il a eu une querelle. Il s'est bouleversé, son cœur s'est affaibli. Il est tombé mort après son retour. » Poirot leva la main. « Non, non, mon ami. Il y a encore trop de choses qui ne sont pas claires. » Mais Mallet avançait déjà avec l'élan d'un homme convaincu. « Je demanderai à des hommes de fouiller les bois du sud. Peut-être que nous trouverons des preuves. Un gant tombé, une empreinte de pas. Cela mettra cette chose au lit. » Poirot le regarda partir avec un petit sourire peiné. Une fausse piste, en effet. Il se tourna vers Daphné. « Mademoiselle, une dernière question. Lord Durwood transportait-il quelque chose ?» Elle fronça les sourcils, réfléchissant. « Un morceau de papier, je pense. Je l'ai vu dans sa main flottant à mesure qu'il bougeait. » Le regard de Poirot se fit plus aiguisé. « Un morceau de papier ?» Elle hocha la tête. « Oui, cela avait l'air important. » Poirot s'inclina. « Vous avez été très utile. » Cet après-midi-là, les hommes de l'inspecteur Malley ont parcouru les bois du sud. Ils n'ont trouvé que peu de choses. Quelques branches cassées, de légères traces de pas brouillées par la brume et l'humidité, mais pas de gants,
Pas de notes, pas d'armes. Au dîner, Mallet était revenu pour signaler sombrement que les recherches avaient été infructueuses. Lady Hartington organisa un dîner silencieux et tendu. Poirot notait chaque regard tendu, chaque tentative distraite de prendre un verre, chaque étincelle d'irritation ou de peur. Il était clair désormais que l'entreprise de Beaumoncourt était en train de s'effilocher. Une fois le repas terminé, Poirot demanda un moment seul avec Lady Hartington. Dans la bibliothèque faiblement éclairée, il lui faisait face, les mains soigneusement jointes derrière le dos. « Madame, dit-il doucement, je dois vous demander une réponse directe. Saviez-vous qu'il existe un arrangement, clandestin ou autre, entre Lord Durwood et un autre invité ?» Le visage de Lady Hartington restait un masque. Je savais qu'il avait des difficultés, des dettes, des ennemis peut-être, mais des arrangements. Elle secoua la tête. Non. Poirot l'étudia encore un moment. Tu es certain? Un scintillement, presque imperceptible, passa dans ses yeux. J'en suis certaine, a-t-elle déclaré. Poirot inclina la tête. Merci, madame. Alors qu'elle partait, Poirot restait seul, réfléchissant. Une réunion clandestine, peut-être. Une note mal adressée. Une mort qui n'est plus facilement expliquée. Non, pensa-t-il sombrement, l'affaire était loin d'être réglée. La fausse piste selon laquelle Lord Durwood était simplement mort de cause naturelle s'était effondrée. Et quelque part parmi les invités de Beaumoncourt, quelqu'un s'est déplacé sous couvert d'amitié, recelant des secrets suffisamment mortels pour tuer. Le lendemain matin, l'aube était grise et maussade. Une épaisse brume recouvrait Beaumoncourt. À l'intérieur, les invités se déplaçaient comme des somnambules à travers les rituels du petit déjeuner. Sourires cassants, plaisanteries creuses, yeux qui glissaient trop vite. Une lourdeur s'était installée dans la maison. Un sentiment partagé que le monde poli qu'ils habitaient était en train de se fissurer. Hercule Poirot, impeccable dans un costume gris pâle et une cravate soigneusement nouée, observait tout cela derrière sa tasse de café. Ces petites cellules grises étaient actives, rassemblant de minuscules fragments d'informations. Mais il était temps, décida-t-il, de provoquer le prochain mouvement. Dans le monde de la société polie, l'accusation ouverte était grossière et inefficace. Il vaut bien mieux tendre un piège psychologique pour inciter la mauvaise conscience à se trahir. Il a commencé par une remarque désinvolte autour d'un toast, ne visant pas une seule personne, mais jeté comme un filet sur toutes. « C'est étrange, n'est-ce pas, dit-il d'un ton réfléchi, combien souvent la mort survient lorsque des secrets sont sur le point d'être révélés. » Il y eut un délicat tintement d'argenterie. Personne n'a parlé immédiatement. Poirot laissa le silence s'étendre jusqu'à ce qu'il devienne une présence à part entière. Lord Durwood, poursuivit Poirot en beurrant un petit pain avec un soin exquis, n'était peut-être pas le plus estimable des hommes. Pourtant il détenait un certain pouvoir. Le savoir peut-être que d'autres préféreraient rester cachés. Miss Willoughby pâlit visiblement. Le colonel Graves se raidit, son couteau grattant durement son assiette. Monsieur Lysander laissa tomber sa cuillère avec un petit fracas, la récupérant en marmonnant des excuses. Seule Lady Hartington restait impassible, sirotant son thé avec une élégance étudiée. Poirot sourit intérieurement. L'hameçon avait été mordu. Après le petit déjeuner, il demanda un entretien privé avec le colonel Graves. Le colonel, appelé dans la salle du matin, entra avec le pas rigide d'un homme marchant au combat. « Colonel, commença agréablement Poirot, vous êtes un homme qui comprend la stratégie, n'est-ce pas? L'approche indirecte, la feinte. » Grave fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur ?» Poirot se pencha en avant, baissant, la voix de manière confidentielle. Quand un homme du tempérament de Lord Durwood possède des connaissances susceptibles de nuire aux autres, il se fait des ennemis dangereux. La mâchoire du colonel se serra. Si vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec sa mort,
Non, non. Poirot l'interrompit avec un geste apaisant. Je ne sous-entends rien. J'observe seulement. Dites-moi. Lord, Durwood a-t-il déjà laissé entendre qu'il savait quelque chose de compromettant? Graves hésita. C'était un bavard, si c'est ce que tu veux dire. Il connaissait tous les petits scandales. Il adorait les balancer au-dessus de la tête des gens. Et le tien? Demanda doucement Poirot. Le visage de Graves rougit. Un jour, il a fait une remarque grossière sur mon séjour en Inde. Il m'a accusé de lâcheté, cet imbécile. Bien sûr, ce n'était pas vrai, mais de telles accusations, elles tiennent. Poirot hocha gravement la tête. Merci, colonel. Graves sortit avec raideur, son indignation masquant des blessures plus profondes. Poirot savait que le colonel était fier. Peut-être trop fier pour être assassiné au vu de sa réputation, mais la blessure infligée par Durwood était réelle. Ensuite, Poirot a envoyé chercher M. Lysander. L'avocat entra vivement, mais Poirot remarqua la légère trace de sueur sur sa tempe. « Monsieur Lysander, commença Poirot, vous vous occupez de fiducie, de succession, des questions d'argent. »« Oui, » dit Lysander avec prudence. « Et Lord Durwood, si je comprends bien, avait certaines pressions financières. »« C'est bien connu, » dit Lysander. Poirot tapota du doigt le bureau. « Est-il possible, monsieur, que Lord Durwood ait découvert quelque irrégularité, un détail concernant les affaires de Lady Hartington, ou celles d'un autre, Lysandre? Serait dit. Mes relations sont tout à fait correctes, monsieur Poirot. Bien sûr, dit doucement Poirot. Mais si Lord Durwood avait eu connaissance d'une irrégularité et avait menacé de la dénoncer, la bouche de Lysander se serra. Hypothétiquement, ce serait grave. Poirot fit un petit signe de tête. Et cher, non? Lysander ne dit rien. Mais ses mains se contractèrent légèrement à ses côtés. Poirot le congédia avec un salut poli. Une autre voie s'ouvrait. L'argent, la fierté, la réputation. Des motifs suffisants pour un meurtre. Il tourna son attention à côté de Céleste. Arnaud. La Française paraissait pâle mais posée, les yeux écarquillés d'appréhension. « Mademoiselle, » dit gentiment Poirot, « vous êtes ici parmi des étrangers. Ce n'est pas facile, je pense. » Elle acquiesça silencieusement. Poirot baissa la voix. « Lord Durwood vous a troublé. Vous le craignez. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle hocha de nouveau la tête. « Pourtant, hier, tu n'as pas évité la bibliothèque, » dit doucement Poirot. « Tu risquais d'être vu par lui. »« Je pensais qu'il était dans le bureau, » murmura-t-elle. « Je pensais que j'étais en sécurité. » Poirot la regardait. Peur. Pas de culpabilité, mais de peur. C'était important. « Et si Lord Durwood avait fait une avance importune, mademoiselle, auriez-vous eu un recours, une protection ?» Elle parut déconcertée par cette suggestion. « Lady Hartington. Elle m'aurait cru. Elle a toujours été gentille. » Poirot sourit doucement. « Alors, tu as eu de la chance. » Il la laissa partir, son esprit cataloguant ses réactions. Encore de la peur, mais pas du meurtre. Il en était certain. Seule Lady Hartington restait. Il ne l'a pas convoquée. Au lieu de cela, il a orchestré une rencontre fortuite dans la salle de musique, où elle était assise devant le pianoforte, ses doigts effleurant les touches. « Madame, » dit Poirot en s'inclinant, « vous jouez magnifiquement. » Elle sourit faiblement. « J'ai peu de talent, c'est simplement une habitude. » Les habitudes, pensa Poirot, révèlent des choses. Elle le regarda froidement. « Vous n'êtes pas ici pour discuter de musique, monsieur Poirot. »« Non, acquiesça-t-il. Je suis ici parce que je pense que vous en saviez plus que vous ne l'avez dit. » Il y eut une pause délicate. Lady Hartington recommença à jouer, une mélodie simple et envoûtante. « Je savais qu'Henry Durwood représentait un danger pour lui-même, » a-t-elle déclaré. « Mais aux autres? Non. »« Tu es certain ?» demanda Poirot. Ses mains restèrent sur les clés. « Que proposez-vous, monsieur ?»« Peut-être, » dit doucement Poirot, « quelqu'un craignait ce que Lord Durwood pourrait révéler, que quelqu'un, pas nécessairement vous, ait pris des mesures pour l'empêcher. » Lady Hartington se leva gracieusement.
Vous devez trouver des preuves d'une telle chose, monsieur Poirot. Pas de spéculation. Poirot s'inclina de nouveau. J'ai l'intention de le faire. Alors qu'elle partait, Poirot resta silencieux, la mélodie persistant dans l'air. Il avait remué les eaux, et les ondulations commençaient à révéler ce qui se cachait en dessous. Il restait cependant une dernière pièce, la note mystérieuse et égarée. Poirot savait que cette note était centrale. Celui qui l'avait placée, délibérément ou non, avait commis une erreur, et Hercule Poirot vivait pour ses erreurs. Ce soir-là, alors que les invités se retiraient tôt, Poirot s'assit seul dans la bibliothèque examinant tout. Les contradictions, les tensions, les mensonges à moitié dits et les vérités à moitié cachées. Il était proche. Il pouvait le sentir. Tout ce dont il avait besoin, maintenant, c'était d'un peu plus de pression, encore un peu de temps, et peut-être une dernière erreur du coupable. La nuit tombait sur Beaumoncourt avec un poids oppressant, la brume s'épaississant à nouveau autour de la vieille maison comme un voile, silencieux et vigilant. À l'intérieur, l'atmosphère était fragile. Pas de rire, pas de rassemblement tardif. Chaque invité se retirait tôt dans sa chambre, les portes verrouillées et les fenêtres verrouillées. Pourtant, Hercule Poirot ne dormait pas. Au lieu de cela, il faisait les 100 pas tranquillement dans sa propre chambre, son esprit parcourant chaque fragment d'information, chaque regard, chaque silence. Quelque chose était sur le point de se produire. Il le sentait dans ses os. La peur et le désespoir étaient trop présents dans l'air pour croire le contraire. Et ainsi, alors que la maison était profondément calme et que l'horloge du rez-de-chaussée sonnait minuit avec 12 carillons lents et lugubres, Poirot n'était pas au lit mais déjà tout habillé, écoutant. Là, un léger bruit, le murmure d'une porte qui s'ouvre. Poirot se déplaça avec un silence de chat dans le couloir, restant dans l'ombre. Il aperçut une silhouette, petite et furtive, qui avançait dans le couloir, une bougie à la main. Céleste Arnaud, elle, tenait un paquet de quelque chose dans sa main libre, ses mouvements saccadés, presque paniqués. Poirot la suivit à distance discrète, tandis qu'elle descendait les escaliers des domestiques et pénétrait dans les jardins arrière. La nuit était froide et humide. La brume tourbillonnait contre les lanternes. Céleste se dirigea rapidement vers une clairière latérale où se dressait un vieux puits de pierre, à moitié oublié parmi les arbustes. Poirot resta caché derrière une haie d'ifs, la regardant s'agenouiller près du puits et, après avoir jeté un coup d'œil craintif par-dessus son épaule, fourra précipitamment le paquet à l'intérieur, le coinçant entre deux pierres. Poirot attendit qu'elle s'enfuit avant de s'avancer. Il se dirigea vers le puits et, à l'aide de sa canne, récupéra adroitement le paquet caché. C'était un paquet de lettres, certaines d'aspect officiel, d'autres clairement personnelles, liées à la hâte par un ruban de soie. Poirot les rentra soigneusement dans son manteau et retourna à la maison. Il ne dérangerait pas Céleste ce soir. Demain apporterait suffisamment de confrontation. Le matin arriva, et avec lui une tempête. La pluie fouettait les fenêtres de Beaumoncourt, et un vent violent gémissait au coin de la vieille maison. Les invités réunis pour le petit déjeuner étaient pâles et tirés, certains semblant avoir à peine dormi. Poirot entra en dernier, portant le paquet récupéré sous un bras. Il n'a fait aucune annonce, aucun geste grandiose. Au lieu de cela, il s'approcha de Lady Hartington avec un petit salut courtois. « Madame, dit-il doucement, je regrette de vous déranger, mais je crois que cela peut vous concerner. » Il déposa délicatement le paquet devant elle. Les yeux de Lady Hartington s'écarquillèrent, juste pendant une fraction de seconde, avant de ramener ses traits à un calme. D'un mouvement gracieux, elle détacha le ruban et tria les documents. Après un long moment, elle leva les yeux. « Où avez-vous trouvé ça, monsieur Poirot ?» L'expression de Poirot était illisible. « Il suffit que je les ai trouvés. Ils étaient cachés, mal cachés. J'espère que vous les reconnaissez. » Les lèvres de Lady Hartington se pincèrent en une fine ligne. « Oui, ce sont des papiers privés relatifs à la succession de mon défunt mari. »
Elle fit glisser une lettre vers l'avant, la tapotant avec un doigt soigneusement manucuré. Celui-ci, en particulier, contient des instructions confidentielles concernant un fonds fiduciaire secondaire. Il ne devait être rendu public que l'année prochaine. Le regard de Poirot se fit plus aiguisé. Des instructions qui, si elles étaient connues prématurément, pourraient affecter la répartition des richesses? Oui, dit-elle sèchement. Cela pourrait provoquer des bouleversements considérables. Autour de la table du petit déjeuner, les convives échangèrent des regards furtifs. Poirot s'inclina légèrement. « Merci, madame. Je crois que nous approchons du cœur de notre mystère. » Mais avant qu'il ait pu continuer, il y eut un cri aigu et terrifié venant du palier supérieur. Tout le monde se leva d'un bond. Poirot fut le premier à bouger, montant les escaliers à toute vitesse, avec une vitesse surprenante pour un homme de son âge. Les invités le suivirent, un troupeau désordonné attiré par l'horreur. En haut des escaliers, devant l'une des chambres d'amis, Daphné Willoughby se tenait figée, la main sur la bouche, les yeux écarquillés de terreur. Poirot la poussa dans la pièce et s'arrêta net, là, étendu maladroitement sur le tapis, gisait Jonathan Lysander. Sa peau était d'une pâleur mortelle et ses membres étaient anormalement écartés. L'inspecteur Mallet, qui avait été convoqué plus tôt pour poursuivre ses propres enquêtes, se fraya un chemin dans la pièce. Il se pencha sombrement sur le corps. « Mort », annonça-t-il après un bref examen. « Pas de blessure, pas de lutte. Juste mort. » Poirot s'agenouilla soigneusement à côté de l'avocat, étudiant la scène. Sur la table de nuit, il remarqua un petit verre à moitié rempli d'eau, et à côté un petit flacon de pilule bleue dont l'étiquette était en partie masquée par la main tombée de Lysander. Poirot le ramassa délicatement. « Des somnifères, » murmura-t-il. « Prescrits, semble-t-il, contre le stress. » Mallet grogna. « Surdose ?» Poirot secoua la tête. « Non. Vous voyez, il n'en manque que quelques-uns. Aucune trace d'ingestion. Aucun verre dérangé. » Il se leva en fronçant les sourcils. « Ceci, » dit doucement Poirot, « n'est pas un accident. » Les invités se pressèrent devant la porte, chuchotant sous le choc. Lady Hartington s'avança. « Mais pourquoi ?» dit-elle à voix basse. Poirot se tourna pour leur faire face à tous, parce que, mes amis, le filet se referme. Et le coupable, sentant le danger, frappe à nouveau. Une nouvelle vague de malaise envahit le groupe. Mallet se gratta la tête. « Vous pensez que Lysandre a été assassiné ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « J'en suis certain. Et pas seulement assassiné, mais réduit au silence. » Miss Willoughby gémit faiblement. Le colonel Graves marmonna quelque chose dans sa barbe. Poirot se tourna vers Mallet. « Faites bouger le corps avec précaution. Aucun détail ne doit être perturbé. » Il fit face aux invités rassemblés avec une grave détermination. 2 morts en autant de jours. Ce n'est pas un hasard. Le meurtrier est parmi nous et il devient désespéré. Le silence qui suivit fut absolu. Poirot laissa la situation se calmer avant de reprendre la parole, sa voix étant douce et tranchante. « Maintenant, je dois insister pour qu'aucun d'entre vous ne quitte Beaumontcourt. Pas avant d'avoir découvert toute la vérité. » La mâchoire de Lady Hartington se serra, mais elle inclina la tête. « Comme vous le souhaitez, monsieur Poirot. » Poirot s'inclina légèrement. Il savait que le meurtrier ressentait maintenant la pression. Une erreur avait déjà été commise, et sous le poids de la peur, d'autres erreurs allèrent survenir. Il s'agissait simplement d'attendre et de frapper quand le moment serait venu. Tandis que la tempête faisait rage autour de la maison, Poirot se tenait tel un maître d'échecs au bord de l'échiquier, regardant les pièces trembler. La fin du jeu approchait, et Hercule Poirot, suprême parmi les détectives, serait prêt. La mort de Jonathan Lysander avait plongé Beaumont, court dans un désarroi plus profond. Les invités se déplaçaient désormais dans la maison comme les personnages d'une pièce de théâtre hantée. Chaque mot, chaque geste pesait avec suspicion. L'inspecteur Mallet avait posté un agent en uniforme à l'entrée principale, s'assurant que personne ne pouvait sortir sans autorisation explicite.
Aucune autorisation de ce type, avait assuré Poirot à Mallet, ne serait accordée. Poirot lui-même se retira brièvement dans le bureau, la pièce même où Lord Durwood avait été retrouvé, et demanda à ne pas être dérangé. Là, entouré par la rangée solennelle de livres reliés en cuir et le tic-tac d'une seule horloge en bronze doré, il commença à réfléchir profondément et méthodiquement. Il en sortit 3 objets et les posa soigneusement sur le bureau, une photographie de l'enveloppe trouvée sur Lord Durwood, le paquet récupéré de papiers de succession, la bouteille de somnifère de la chambre de Lysander. Chaque objet racontait une partie de l'histoire. Chaque objet, Poirot le savait, avait son propre langage. Il resta assis très immobile, fermant les yeux, laissant les faits défiler au-delà de son esprit. Fait 1, l'enveloppe adressée à Lady Hartington, mais trouvée dans la poche de Lord Durwood, n'était pas écrite de la main de Lady Hartington, ni probablement de celle de Céleste. Deuxième fait, Daphné Willoughby avait vu Lord Durwood tenant un papier alors qu'il se faufilait dans le chemin sud en direction des bois. Troisième fait, Jonathan Lysander a été retrouvé mort, non pas violemment, mais silencieusement, rapidement, et il a eu accès à des documents sensibles sur la succession. Fait 4. Céleste, effrayée et naïve, avait tenté de cacher une liasse de papiers importants, laissant entendre qu'elle en savait plus qu'elle ne comprenait. Poirot ouvrit les yeux. Le meurtrier était intelligent, calculateur, désespéré et, dans son désespoir, il avait négligé un petit détail fatal. Poirot reporta son attention sur la photo de l'enveloppe. Il l'étudia attentivement, la façon dont l'encre s'était légèrement accumulée à certains endroits. Le tremblement de l'écriture inclinée, le papier lui-même, et c'était là, l'indice qu'il avait senti mais qu'il n'avait pas encore pleinement vu. L'encre, il sortit une loupe d'un tiroir latéral et se pencha plus près. L'encre était bon marché, incompatible. Le genre d'enclos que l'on ne trouve pas dans un enclos personnel, mais dans un enclos commun, celui laissé dans les espaces publics, comme le bureau près du hall d'entrée. Poirot s'en souvenait maintenant. Un modeste bureau en acajou avec un encrier fissuré et quelques stylos usés posés dessus. Un meurtrier écrivant à la hâte, paniqué, ne penserait pas à de tels détails. La note avait été rédigée en urgence, sur du papier de mauvaise qualité, avec un stylo à portée de main. Et pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été écrit avant la mort de Lord Durwood. Il avait été fabriqué par la suite. Une fausse note plantée sur le corps de Durwood pour détourner l'attention et brouiller la chronologie. La bouche de Poirot s'incurva en un sourire serré et satisfait. « Ah, murmura-t-il, vous êtes intelligent, mon ami, mais pas assez intelligent pour Hercule Poirot. » Plus tard dans l'après-midi, Poirot se déplaça discrètement dans Beaumont-Court, retraçant les possibles étapes du meurtrier. D'abord, dans le hall d'entrée, où il inspecta l'encrier fissuré. Il trempa une feuille de papier test et la compara à la loupe. L'encre s'étale de manière identique à l'échantillon de l'enveloppe photographiée. Ensuite, direction la petite bibliothèque où Céleste était allée chercher la lettre originale. Poirot a parcouru la zone avec une précision médico-légale. Il a trouvé, caché derrière une pile de livres poussiéreux sur une étagère inférieure, un stylo abandonné, dont la plume était tachée et fissurée. Puis, direction l'escalier de service et le vieux puits. Poirot réfléchit à la course de minuit de Céleste. C'était la peur qui l'avait motivé, pas la culpabilité. Mais peur de quoi? Quelqu'un l'avait convaincu, ou lui avait fait peur, de cacher les documents. Quelqu'un qui a du pouvoir sur elle. Quelqu'un qui comprenait sa terreur du scandale, du licenciement, de la ruine. Il n'était pas difficile d'imaginer qui Poirot retourna au bureau et convoqua l'inspecteur Mallet. « Mon cher inspecteur, dit-il chaleureusement, puis-je vous demander votre aide pour une petite manifestation, Mallet ?» Désormais intimidé par la tranquille certitude de Poirot, hocha immédiatement la tête. « J'exigerai que les invités soient rassemblés dans le salon, » dit Poirot,
et une brève opportunité de tester une théorie. Une demi-heure plus tard, sous le regard pesant des nuages d'orage qui s'amassaient, les invités de Beaumontcourt se tenaient de nouveau dans le salon tendus et inquiets. Poirot leur fit face, les mains légèrement jointes devant lui. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous avons subi 2 morts terribles dans cette maison. Lord Durwood et maintenant, tragiquement, Monsieur Lysander. » Des murmures flottaient dans la pièce comme des papillons de nuit. « J'ai examiné les preuves, » a poursuivi Poirot, « et je trouve que l'histoire racontée par les apparences est fausse, trompeuse. » Il s'arrêta pour faire effet. « La note trouvée sur Lord Durwood, dit-il d'une voix basse et autoritaire, n'a pas été placée là, avant sa mort. Elle a été placée après, par quelqu'un souhaitant cacher la véritable nature de son crime. Le choc se répercuta visiblement sur les invités rassemblés. Le visage rougeâtre du colonel Graves pâlit. Miss Willoughby serra fermement ses mains. Céleste semblait sur le point de s'évanouir. Lady Hartington resta seule sans expression. Poirot se tourna vers l'inspecteur Mallet. « Inspecteur, dit-il d'un ton sec, s'il vous plaît, récupérez l'encrier fissuré et les stylos dans le hall d'entrée. » Mallet s'empressa d'obtempérer. Poirot s'adressa une fois de plus à la pièce. « Je demanderai à chacun d'entre vous, à tour de rôle, d'écrire une courte note. Rien de plus qu'une ligne ou 2. Les plumes sont vieilles, l'encre peu fiable. C'est le comportement sous tension que je souhaite observer. » Une vague de nervosité passa parmi les invités. « Cela n'est sûrement pas nécessaire, » a protesté le colonel Graves. « Au contraire, » dit agréablement Poirot, « c'est absolument nécessaire. Un à un, les invités ont reçu des stylos usés et une feuille de papier. Graves écrivait avec raideur, ses lettres militaires et rigides. L'écriture de Miss Willoughby était petite et nette, mais tremblait sur les bords. L'écriture de Céleste était légère, hésitante, presque enfantine. Celui de Lady Hartington était élégant, mesuré et contrôlé. Poirot examina chaque échantillon sans faire de commentaires. Il avait vu ce dont il avait besoin. Ce n'était pas seulement la calligraphie qui comptait, c'était la réaction, le stress, la peur à peine dissimulée. Et une réaction notamment ne lui avait pas échappé. Lorsqu'on lui a offert le stylo fissuré, une personne a légèrement bronché, un réflexe profondément enraciné dans la culpabilité. Letty. Yeux de Poirot brillèrent. Le piège était tendu. Il était plus proche maintenant, suffisamment proche pour voir clairement la fin du jeu. Il ne restait plus qu'à rassembler les derniers fils et à bien serrer. Ce soir, résolut Poirot, il n'y aurait pas de sommeil. Ce soir, il convoquerait tous les suspects pour l'affrontement final et avant que l'aube ne touche les champs brumeux de Beaumontcourt, le meurtrier serait révélé. L'horloge grand-père dans le hall d'entrée sonna 9 heures, alors que les invités se rassemblaient une fois de plus dans le salon, à la convocation de Poirot. L'atmosphère était pleine d'effroi. Même la tempête semblait s'être arrêtée, laissant l'air lourd, impatient, comme une respiration retenue. Hercule Poirot se tenait près de la cheminée, les mains soigneusement croisées derrière le dos, sa position trompeusement détendue. L'inspecteur Malley se tenait près de la porte, un carnet à la main, les yeux perçants. Personne ne quitterait la pièce jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Lady Hartington s'assit la première, calme mais pâle. Le colonel Graves se tenait raide près de la cheminée, les bras croisés. Daphné Willoughby s'accrochait nerveusement au bord d'une chaise, les jointures blanches. Céleste Arnaud se blottit près de la porte, les yeux écarquillés et craintifs. Poirot laissa le silence s'étendre jusqu'à ce qu'il ébranle les nerfs, jusqu'à ce que le malaise devienne presque insupportable. Puis il parla, sa voix calme, mesurée, mais portant un poids qui faisait que chaque syllabe atterrissait comme une pierre. « Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre petit voyage. Personne n'a bougé. Nous avons commencé, et poursuivit Poirot, avec la mort de Lord Henry Durwood, une mort qui, à première vue, semblait naturelle. Puis, avec la découverte d'une note curieuse et de certaines incohérences,
j'ai réalisé que nous n'avions pas affaire à un malheur, mais à une action délibérée. Son regard perçant parcourut la pièce. Et maintenant, nous avons un deuxième décès, Monsieur Jonathan Lysander, dont le décès ne peut pas être expliqué uniquement par hasard. Il fit un pas en avant, sa petite silhouette dominant la pièce d'une manière ou d'une autre. J'ai examiné les preuves, dit-il doucement, et plus important encore, je vous ai interrogé. Il se tourna vers Lady Hartington. Madame, vous avez peut-être été la première cible. Vos documents privés ont été volés. Des documents qui, s'ils étaient révélés prématurément, pourraient provoquer scandale et démêlés judiciaires. Lady Hartington inclina gravement la tête. Poirot se tourna vers Céleste Arnaud. Mademoiselle, on vous a utilisé. On vous a fait croire que cacher ces documents protégerait votre position, alors qu'en fait, cela ne servait qu'à obscurcir la piste. Céleste baissa les yeux, ses mains se tordant l'une contre l'autre. Poirot fit face au colonel Graves. « Colonel, vous n'aviez aucun amour pour Lord Durwood. Ces remarques insouciantes ont blessé votre fierté. Pourtant, vous n'êtes pas l'homme à tuer pour une vanité blessée. » Grave grogna mais ne dit rien. Le regard de Poirot se tourna vers Daphné Willoughby. « Mademoiselle Willoughby, vous avez vu plus que vous ne l'aviez admis au début. Vous avez vu Lord Durwood sur le chemin sud, tenant un morceau de papier. » Daphné hocha la tête en silence, les yeux écarquillés. « Et enfin, dit Poirot, sa voix s'adoucissant, il y a la question de la note. Une note écrite à la hâte, avec un stylo commun, sur du papier bon marché. Non pas en préparation, mais dans la panique. Une note placée sur le corps du mort. Pour suggérer l'urgence, pour obscurcir les véritables motivations. Poirot faisait lentement les 100 pas devant l'âtre. Le meurtre de Lord Durwood, a-t-il déclaré, n'était pas prémédité. C'était un crime d'opportunité, né de la peur. Il s'est arrêté. Et le meurtre de Jonathan Lysander. Il regarda autour de lui. C'était différent. C'était froid, délibéré. Un acte visant à faire taire la seule personne qui avait commencé à soupçonner la vérité. Poirot laissa les mots pendre lourdement dans l'air. Par conséquent, a-t-il déclaré, nous recherchons quelqu'un qui a peur d'être exposé, quelqu'un de désespéré, assez intelligent pour improviser, mais assez insouciant pour laisser des traces derrière lui. Un faible grondement de tonnerre ponctuait ses paroles. Poirot se tourna brusquement vers le groupe. Et alors, qui? Il désigna Daphné Willoughby. Pas vous, mademoiselle. Vous êtes trop jeune, trop facilement effrayée. Vous avez vu ce que vous n'auriez pas dû voir, mais il vous manquait les connaissances nécessaires pour le comprendre. Il se tourna vers Céleste. Pas vous, mademoiselle. Vous avez été manipulée, effrayée et amenée à obéir. Le colonel Graves se raidit, alors que le regard de Poirot se posait sur lui. Vous, colonel, vous aviez un mobile, oui. L'orgueil blessé par les ragots. Mais le meurtre? Non. Vous êtes un soldat. Vous ne frappez pas depuis l'ombre. Finalement, Poirot se tourna vers Lady Hartington. Elle était assise complètement immobile, son visage calme, mais il y avait maintenant quelque chose de cassant sous la surface, quelque chose qui s'effilochait. « Madame, » dit doucement Poirot, « vous aviez le plus à perdre. La révélation des arrangements cachés de votre mari aurait plongé votre maison dans le chaos, nui à votre réputation, et peut-être même à votre fortune. » Lady Hartington ne dit rien, continua Poirot, sa voix douce mais implacable. Vous êtes une femme intelligente. Vous avez compris le danger lorsque vous avez appris, d'une manière ou d'une autre, que Lord Durwood avait l'intention d'utiliser les documents qu'il avait volés. Peut-être pour vous faire chanter, peut-être simplement pour vous humilier. Elle ne parlait toujours pas. La voix de Poirot baissa encore plus. Mais vous n'êtes pas une femme qui paniquerait, pas une femme qui agirait à la hâte. Il fit une pause. Non, celui qui a paniqué était Jonathan Lysander. Un halètement s'échappa de Daphné Willoughby. Poirot hocha gravement la tête. Oui, Jonathan Lysander. Il se tourna vers le groupe rassemblé, visiblement sous le choc.
Considérez, il avait accès à l'étude, il avait accès aux documents de la succession. Il avait un motif, car si les instructions de fiducie secondaire avaient été révélées plus tôt, il aurait fait l'objet d'un examen minutieux, peut-être même d'une honte. Poirot parcourait lentement un cercle. Lord Durwood a découvert quelque chose dans ses papiers, et a menacé de le révéler. Lysander l'a confronté. Peut-être une dispute, une lutte, nous ne pouvons pas le savoir. Mais Durwood s'est effondré. Que ce soit par violence ou par une saisie soudaine, cela n'a pas d'importance. La voix de Poirot se fit plus aiguë, et Jonathan Lysander, paniqué, a fabriqué la note. Il l'a placée sur le corps de Durwood pour suggérer un danger extérieur, pour semer la confusion dans l'enquête. Il se tourna de nouveau vers Lady Hartington. « Mais madame, vous avez été assez intelligente pour comprendre que la panique de Lysandre vous détruirait aussi. Si l'enquête révélait sa manipulation, vos propres secrets seraient révélés. » Une lueur passa sur le visage de Lady Hartington, pas de culpabilité, mais quelque chose de plus froid. Calcul. « Et alors, dit doucement Poirot, vous avez agi. » Lady Hartington releva légèrement le menton. « Vous avez compris que Lysander devait être réduit au silence, » a déclaré Poirot. « Pas pour venger Lord Durwood, mais pour vous protéger. » Finalement, Lady Hartington parla. « Une preuve, monsieur Poirot, » dit-elle doucement. Poirot s'inclina légèrement. « Pas une preuve au sens vulgaire du terme, madame. Une preuve de caractère, une preuve de mobile, une preuve d'opportunité. » Il a sorti la liasse de papier récupérée. « Et peut-être, dit-il, une preuve qu'en organisant la chute de Jonathan Lysander, vous vous êtes assuré qu'il assumerait l'entière responsabilité des 2 morts, vous laissant libre. » Lady Hartington sourit, un petit sourire sinistre. « Vous ? Clair très intelligent, monsieur Poirot, dit-elle. Poirot lui rendit son regard calmement. « Pas plus intelligent que la vérité, madame. » La salle retint son souffle. L'inspecteur Malley s'avança. « Lady Hartington, dit-il lourdement, je dois vous demander de rester dans vos chambres pendant que les accusations formelles sont préparées. » Elle se leva, bougeant sans hâte. « Bien sûr, dit-elle, je n'ai pas l'intention de m'enfuir. » Elle s'arrêta sur le seuil et jeta un coup d'œil à Poirot. « Dommage, monsieur. Dans une autre vie, vous et moi aurions pu nous comprendre. » Poirot s'inclina profondément. « Dans cette vie, madame, dit-il gravement, je préfère la justice. » Lady Hartington sourit légèrement et partit. Une fois la pièce vide, Poirot se tourna vers l'inspecteur Malley, qui secoua la tête avec émerveillement. « Je ne comprendrai jamais comment tu fais, » marmonna Malley. Poirot sourit légèrement. « Tout n'est qu'ordre et méthode, mon ami. Toutes les petites cellules grises. » Il jeta un coup d'œil autour de la maison, désormais vidée de ses prétentions. « Le qui ?»« Meurtrier pensait tromper, » dit doucement Poirot. « Mais en fin de compte, la nature humaine trahit même les mensonges les plus intelligents. » Et sur ce, Hercule Poirot se détourna, la tempête dehors commençant enfin à se dissiper, alors que la justice prévalait à nouveau dans la paisible campagne anglaise. Le lendemain matin, Beaumontcourt était sombre, ses occupants se déplaçant comme des ombres. Lady Hartington est restée confinée dans ses appartements sous la surveillance de la police, tandis que les autres étaient assis en silence dans le salon, attendant Hercule Poirot. Il arriva à 10 heures précises, impeccable, comme toujours, ses chaussures cirées claquant doucement contre les carreaux de marbre. L'inspecteur Malley se tenait à côté de lui, son cahier prêt, même s'il était désormais clair qu'il considérait Poirot comme la véritable autorité en la matière. Poirot les salua tous d'un signe de tête poli, puis, avec beaucoup de délibération, prit place devant la cheminée. « Mes amis, commença-t-il d'une voix douce et calme, il est temps de renouer les fils de cette affaire des plus malheureuses. » Il regarda autour de lui, rencontrant chaque paire d'yeux brièvement et fermement. Vous voyez, il s'agissait de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi. La nature humaine, mes amis, se révèle toujours, même lorsque les faits tentent d'induire en erreur. Il joignit les mains derrière le dos et commença à marcher lentement.
Commençons par le début. Lord Durwood était un homme sans principe, un homme qui, se trouvant en difficulté financière, cherchait tous les avantages qu'il pouvait obtenir. Au cours de son séjour ici à Beaumont-Court, il est tombé sur certains documents sensibles, des documents relatifs à la succession du défunt mari de Lady Hartington. Poirot fit une pause. Ces documents, s'ils avaient été révélés prématurément, auraient causé un embarras, voire un scandale, pour Lady Hartington. Plus important encore, ils auraient pu exposer la gestion du domaine par M. Jonathan Lysander à un examen plus approfondi. Poirot se tourna vers la fenêtre, où la brume se dissipait enfin des champs au-delà. Lord Durwood, sentant une opportunité, a fait connaître ses intentions. Subtilement, sans aucun doute. Il pouvait menacer d'être révélé sans jamais faire de demande ouverte. Poirot pivota vers les invités rassemblés. Jonathan Lysander a paniqué. Un homme qui a bâti sa vie et sa réputation sur des apparences soignées et respectables ne craint rien tant que la honte publique. Paniqué, il a confronté Lord Durwood, peut-être dans l'intention seulement de le raisonner. Les yeux de Poirot s'assombrirent, mais au cours de cette confrontation, quelque chose s'est mal passé. Une querelle, ou un choc soudain, et Lord Durwood est mort. Que ce soit par violence directe ou par saisie soudaine, cela n'a aucune importance. Lysander s'est retrouvé seul avec un homme mort et un désastre imminent. Daphne Willoughby haleta doucement, continua Poirot, inexorable. Et, Sam, il a conçu un plan précipité et désespéré. Il a écrit une fausse note, en utilisant l'encre commune et du papier de mauvaise qualité près du hall d'entrée, pour suggérer que Lord Durwood avait été menacé par un danger extérieur. Il l'a placé dans la poche de Durwood pour détourner les soupçons de lui-même. La voix de Poirot devint plus aiguë. Mais une telle précipitation engendre des erreurs. L'encre, la plume, le papier, tout cela est trop public, trop négligent. Et plus encore, le ton de la note, son écriture, ne correspondait pas à ce qu'on aurait pu attendre d'un message urgent et confidentiel adressé à Lady Hartington. Poirot laissa l'importance s'installer avant de continuer. Pourtant, pendant un certain temps, cela a fonctionné. Le gendarme local a accepté l'apparence de cause naturelle. Les invités, instables mais incertains, ont posé peu de questions. Mais ensuite, Poirot fit une pause, levant un doigt. Céleste Arnaud, la pauvre Céleste effrayée, a subi des pressions pour cacher les documents sensibles. Il a fallu que quelqu'un nettoie les détails. Céleste tressaillit visiblement. Poirot inclina la tête vers elle avec une douce sympathie. « Vous n'étiez pas responsable, mademoiselle. Vous avez été manipulée. » Poirot reprit sa marche, se réchauffant, désormais à son explication méthodique. Jonathan Lysander, cependant, restait inquiet. Il savait que toute enquête sérieuse révélerait la vérité. Et quelqu'un d'autre le savait aussi. Il s'arrêta devant la chaise vide de Lady Hartington, comme s'il s'adressait à elle. Lady Hartington s'est rendu compte que si la panique de Lysander devenait publique, non seulement cela le déshonorerait, mais cela la dénoncerait également. Les clauses cachées de la succession de son mari seraient mises en lumière. Sa position, sa fortune, même son nom, tout pourrait être terni. La voix de Poirot devint d'une douceur glaciale. Et c'est ainsi qu'elle a agi. Les autres restèrent figés, respirant à peine. La mort de Jonathan Lysander n'était pas un accident, a déclaré Poirot. C'était un meurtre, rapide, silencieux. Probablement un simple poison glissé dans sa boisson ou administré d'une autre manière discrète. Aucun signe de lutte, aucune violence visible. Seulement l'élimination efficace d'un danger dangereux. Poirot se tourna vers l'inspecteur Mallet. « Vous constaterez, je crois, que les résidus sur la vitre à côté du lit de M. Lysander contiendront des traces d'un puissant sédatif, suffisamment pour apaiser le cœur d'un homme en bonne santé en quelques minutes. » Mallet griffonnait furieusement dans son carnet. Poirot croisa les bras. Lady Hartington a pensé à sécuriser sa position, à nouer chaque fil. Elle a laissé le faux récit de la culpabilité de Lysander se dérouler naturellement, certaine que l'enquête se terminerait avec lui comme seul coupable.
l'architecte des 2 décès. La voix de Poirot s'adoucit à nouveau, presque avec pitié. Mais la nature humaine, mes amis, elle ne peut pas être aussi clairement contenue. Lady Hartington a sous-estimé le pouvoir de la peur. Elle a sous-estimé Hercule Poirot. Il laissa apparaître un petit sourire satisfait. Et ainsi, en examinant non seulement les faits, mais aussi les comportements, les courants psychologiques sous-jacents, j'ai pu voir à travers la tromperie. Poirot se retourna vers la pièce, son regard perçant se posant sur chaque invité restant. Il y a eu un moment où chacun de vous, face à la plume craquelée et à l'encre pauvre, a révélé quelque chose. Mademoiselle Willoughby, la peur. Colonel Graves, l'irritation. Mademoiselle Arnaud, la terreur. Mais Lady Hartington, c'était un calcul. C'était la subtile serrement de la mâchoire, l'hésitation fractionnée. Il se tapota légèrement la tempe. Les petites cellules. Grise voient de telles choses, tu sais. Un long silence s'étendit dans la pièce, lourd et absolu. Enfin, le colonel Graves parla, la voix rauque d'émotion. « Je la pensais irréprochable », a-t-il déclaré. « Je pensais qu'elle était l'âme de la dignité. » Poirot soupira. Souvent, colonel, ce sont ceux qui semblent les plus inattaquables, qui recèlent les plus grands secrets. L'inspecteur Mallet se redressa. « J'aurais besoin des déclarations complètes de tout le monde, » dit-il vivement. « Mais avec Lady Hartington, sous surveillance, nous pouvons empêcher toute nouvelle tragédie. » Poirot hocha la tête. Il jeta un nouveau coup d'œil autour de la pièce, vers les visages hantés, les illusions ruinées. Encore une affaire classée. Un autre aperçu du monde fragile et imparfait de l'ambition, de la peur et de la fierté, humaine. Et alors que la tempête se dissipait enfin et que la faible lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, Hercule Poirot, le maître silencieux de l'observation et de l'ordre, s'inclina légèrement devant les survivants. « Rassemblés, c'est fini, dit-il simplement. Et justice, mes amis, sera rendue. » Les nuages d'orage qui planaient sur Beaumoncourt depuis des jours ont finalement commencé à se dissoudre, laissant le domaine baigné dans la lumière fraîche et vive d'un début d'après-midi d'automne. Pourtant, à l'intérieur de la grande maison, l'air restait lourd, alourdi par les conséquences du crime et des révélations. L'inspecteur Mallet s'est occupé de préparer les documents nécessaires à l'arrestation officielle de Lady Hartington. Elle est restée confinée dans ses appartements sous une surveillance constante, calme, digne, et aussi déshonorée qu'elle l'avait été au pouvoir. Poirot a décliné l'offre de Mallet de rester plus longtemps. « Mon rôle, mon ami, » dit doucement Poirot, « est de découvrir la vérité. L'administration de la justice, je la laisse entre des mains compétentes. » Mallet, semblant à la fois soulagé et épuisé, serra fermement la main de Poirot. « Vous avez fait quelque chose de remarquable ici, monsieur. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Poirot s'autorisa un sourire modeste. « Ce n'est pas de la magie, inspecteur, c'est seulement de l'ordre et de la méthode. » Il fit une dernière promenade dans les couloirs désormais étrangement silencieux de Beaumoncourt. La maison, autrefois dynamique, était devenue un mausolée d'ambition, de peur et de respectabilité perdue. Il s'arrêta brièvement au pied du grand escalier, ses yeux perçants parcourant les lourds portraits des ancêtres Hartington morts depuis longtemps. Chacun avait probablement ses propres secrets, pensa Poirot. La seule différence était que certains secrets persistaient assez longtemps pour être détruits. Sur le perron, Céleste Arnaud l'attendait, tordant un mouchoir entre ses doigts nerveux. « Monsieur Poirot, dit-elle d'une petite voix, puis-je vous remercier ?» Poirot s'inclina avec une courtoisie exagérée. « C'est moi qui vous remercie, mademoiselle. Votre courage, quoique tardif, a contribué à éclairer les ténèbres, et sans ses yeux de Céleste se remplirent de larmes. J'avais tellement peur. » La voix de Poirot s'adoucit. « La peur est naturelle, mademoiselle. Agir malgré la peur, c'est du courage. » Elle réussit à esquisser un sourire tremblant et fit une révérence maladroite. Poirot lui tapota légèrement la main. « Rentrez chez vous, mademoiselle Arnaud. Recommencez. Votre vie ici est finie, mais la vie ailleurs vous attend. » Il la regarda disparaître dans la maison avant de se retourner et de trouver Daphné Willoughby debout,
hésitante derrière lui. « Monsieur Poirot, dit-elle, est-ce que Lady Hartington ira en prison ?» Poirot la regarda gravement. « Cette décision, mademoiselle, appartient aux tribunaux. Peut-être, compte tenu de sa position, il y aura de la clémence. Peut-être pas. » Il fit une pause, sa voix douce. « La justice n'est pas la vengeance, mademoiselle Willoughby. C'est l'équilibre rétabli. » Daphné hocha lentement la tête. « Je suppose que plus rien ne sera comme avant. »« Non, » dit simplement Poirot. « Ce n'est jamais le cas, après de telles choses. » Elle lui offrit un sourire timide, fit une révérence et se retira, laissant Poirot seul une fois de plus. La voiture l'attendait au volant, le moteur ronronnant doucement. Alors que Poirot s'installait à l'intérieur, il laissa son esprit revenir sur l'affaire, non pas pour réexaminer les indices, car tout était clair maintenant, mais pour réfléchir aux éléments humains qui avaient sous-tendu la tragédie. Seigneur Durwood, charmant, insouciant et finalement défait par sa propre arrogance. Jonathan Lysandre, méticuleux et prudent, mais paralysé par la peur du scandale. Dame Hartington, brillant, fier, impitoyable lorsqu'il est poussé dans ses retranchements. Et les autres, des pions et des spectateurs dans un jeu, qui échappaient à leur contrôle. Cela avait été, songea Poirot, un cas classique de ce qu'il voyait souvent. L'intersection fatale de la fierté, de la peur et du désespoir. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, alors que Beaumoncourt s'éloignait, sa façade de pierre grise adoucie par la brume et la lumière. Une maison comme tant d'autres, belle en surface, mais à l'intérieur, criblée des défauts de ses habitants. Poirot se rassit, ajustant les poignets de sa chemise immaculée. Oui, la nature humaine était constante. Les vêtements ont changé, les manières ont changé, mais les cœurs, les petites jalousies, les ambitions, les lâchetés, sont restés. C'était, à sa manière, un réconfort, car cela signifiait qu'Hercule Poirot, avec ses petites cellules, grises et sa quête inébranlable de l'ordre, ne manquerait jamais de travail. Alors que la voiture traversait la campagne en direction de Londres, Poirot s'autorisa la rare indulgence de la réflexion philosophique. Il n'y avait eu aucun plaisir, dans cette affaire Victoire peut-être, mais pas de plaisir. Trop de tristesse persistait, le potentiel gaspillé de Lord Durwood, la ruine de Lady Hartington, qui avait été capable de tant de noblesse, tomba pourtant sous le coup de ses instincts les plus bas lorsqu'elle fut acculée, mais justice avait été rendue. Et la justice, se rappela fermement Poirot, n'était pas une question d'émotion. C'était une question d'équilibre, de remettre le monde dans son alignement. La voiture est passée devant un petit village où des enfants jouaient dans les champs, avec des rires éclatants et innocents. Poirot laissa un petit sourire dessiner ses lèvres. Malgré tout, le monde a continué. L'innocence a perduré. La vie a enduré. Et c'était peut-être une raison suffisante pour continuer. Il se pencha en arrière, ferma brièvement les yeux et laissa le mouvement de la voiture l'apaiser. Une autre affaire terminée, une autre poche. Le chaos est revenu à l'ordre. Un autre triomphe, non pas de la force brute, mais de la raison, de l'intellect, de la patience et de la précision infinie de l'esprit humain lorsqu'il est appliqué correctement. Poirot rouvrit les yeux et murmura pour lui-même avec une tranquille satisfaction « Les petites cellules, grises, elles triomphent toujours, n'est-ce pas ?» Et sur ce, Hercule Poirot, le plus grand détective du monde, s'est précipité vers le prochain mystère, le prochain puzzle, le prochain fragment imparfait de la nature humaine attendant d'être compris.